Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Anecdoc, le podcast du festival Off de l'hôpital, dans lequel les médecins prennent le micro et tombent la blouse. Pour vous, ils racontent leurs joies et leurs doutes autour d'une anecdote bien réelle. Je m'appelle Charlotte, je suis médecin en cancérologie et j'ai à cœur de vous accompagner dans l'intimité de ma profession. Bonjour Guillaume. Bonjour. Enchantée de t'accueillir sur le plateau d'Anecdoc aujourd'hui. Alors tu es réanimateur médical, tu fais de la réanimation. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer en quoi consiste ta spécialité pour qu'on se resitue un peu ? Alors, la réanimation a été pas mal popularisée par le Covid, donc je pense que pas mal de gens savent, mais en gros, c'est des services où arrivent des patients qui sont en détresse vitale et dans lesquels on peut à la fois produire de la médecine normale, diagnostique, et en même temps avec des techniques de suppléance qui permettent aux gens de survivre quand ils ont une défaillance ou cardiaque, ou respiratoire, ou rénale. Et voilà. D'accord, donc beaucoup de cas différents, mais souvent des cas très graves. En fait, c'est ça qui résume aussi un peu la réanimation. Toujours des cas très graves, souvent des cas différents, puisque ça touche l'intégralité de la médecine, mais dans sa version la plus aiguë, en quelque sorte. D'accord. Alors, sans plus attendre, rentrons dans l'anecdote d'Anecdoc. Est-ce que tu peux nous replanter le décor avec 2-3 éléments pour qu'on s'immerge un peu dans le contexte de l'époque ? Alors, ça se passe dans un service de réanimation à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. Un tout récent service de réanimation que je viens de créer quelques jours plus tôt. Et une patiente arrive, c'est la deuxième patiente de l'histoire de ce service. Elle arrive à la suite d'un arrêt cardiaque. Donc son cœur s'est arrêté, elle a été prise en charge par l'équivalent du SAMU local et qui a récupéré une circulation cardiaque. Et donc elle arrive chez nous au décours de ça. En temps normal, ce sont des patients qui ont un très mauvais pronostic, et en particulier un mauvais pronostic neurologique. Et donc, il y a un certain nombre de stratégies pour essayer d'améliorer le pronostic neurologique. Et entre autres choses, à cette époque-là, il avait été montré que mettre les gens en hypothermie, c'est-à-dire faire baisser la température de l'organisme, ça protégeait en particulier des lésions cérébrales. Et comme on n'avait aucun instrument pour faire baisser la température, on a fabriqué des instruments un peu avec les moyens du bord, qui étaient un drap humide et puis un grand carton avec lequel on faisait ventilateur, on faisait un peu éventail. Et donc on s'est relayé toute une nuit pour faire ça, surtout que c'était l'été et qu'il faisait assez chaud. Et puis, et on a réussi à maintenir la température, bon an, mal an, à peu près dans les cibles qu'on avait. Et puis, cette dame pour lequel personne n'avait vraiment beaucoup d'espoir, parce que c'est une maladie qui est associée à une très forte mortalité, par chance, s'est réveillée, a survécu et est rentrée chez elle quelques jours plus tard. Et donc d'abord, c'était un succès individuel, mais c'était surtout un succès collectif, parce qu'on venait de créer ce service de réanimation dans un endroit où tout le monde n'était pas tout à fait convaincu de l'utilité de ce qu'on était en train de faire, ni les collègues dans l'hôpital, et ni même l'équipe qui travaillait avec moi dans le service. Et pour tous les gens qui étaient là, on faisait une médecine qui n'était pas forcément utile. Or là, cette dame qui, en temps normal, serait morte, n'était pas morte. Et donc, ça a permis de montrer la légitimité d'avoir un service de réanimation qui fonctionne. Et surtout, ça a permis d'obtenir l'adhésion des infirmiers, des infirmières, des médecins qui avaient rejoint mon équipe, et dont certains avaient rejoint mon équipe, pas du tout de leur choix, mais parce qu'on leur avait imposé, quoi. Et donc, c'était beaucoup de chance, d'abord pour cette dame, mais aussi beaucoup de chance pour le service, puisque au tout début de son histoire, la deuxième patiente qu'on prend en charge survit. Et là, surprise générale quand même, et les gens commençaient à se dire « Ah oui, on est peut-être dans un projet qui est pas inutile et qui est peut-être assez rigolo. » Incroyable comme histoire, tu l'as bien introduit, donc tu étais parti à Sarajevo pour créer un service de réanimation. C'était une initiative personnelle pour toi, c'était un challenge professionnel initialement ? Alors, un peu des deux. Alors, c'est une initiative entièrement personnelle, tout à fait indépendante. C'était pas dans le cadre d'une ONG, c'était pas pendant la guerre, c'était bien après la guerre. Moi, à ce moment-là, j'avais fait mon cursus à Paris. J'étais praticien hospitalier en réanimation à Saint-Louis, en réanimation médicale. J'étais extrêmement heureux. C'était un service merveilleux avec des gens vraiment formidables. Et il se trouvait que le hasard de la vie a fait que un de mes copains d'enfance est parti travailler là-bas. Et donc je suis allé le voir en vacances. J'ai pris mon petit sac à dos et je suis allé le voir en vacances.
Et alors pourquoi je suis allé à Sarajevo? D'abord parce que c'était mon copain, mais aussi parce que cet endroit m'avait beaucoup touché. Euh, quand il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie, donc c'est 91, 90, 95, moi, c'est le moment où, au début de la guerre, je préparais l'internat. Alors quand on prépare l'internat, on est absolument le nez dans ses bouquins, on pense à rien d'autre. Et fin 93, je passe l'internat, et là j'ai une envie irrépressible de ne plus lire de médecine et de lire d'autres choses. Et donc je commence à acheter des bouquins, à lire de la littérature et à lire Le Monde tous les jours. Et c'était le moment où la guerre en ex-Yougoslavie, enfin la guerre en Bosnie était très compliquée. Et tous les jours, il y avait un article dans Le Monde sur la guerre en Bosnie. Et il y avait un journaliste qui s'appelle toujours d'ailleurs, Rémi Ourdan, qui faisait des papiers remarquables, et donc j'étais suspendu au papier quotidiennement de Rémi Ourdan. Et donc j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt, et puis avec une certaine projection aussi, parce que c'est tout près d'ici, hein, c'est à 1h30 d'avion d'ici. C'était la première guerre vraiment terrible à laquelle on était confronté en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est plus facile de se projeter. Moi, j'avais 25 ans, je passais l'internat, j'étais promis à faire une carrière à l'hôpital, etc. Et je me disais, mais le hasard a voulu que je naisse ici, mais finalement, je serais exactement le même, mais à Sarajevo, ma vie serait complètement différente. Je serais en train de me protéger des tirs de mortier, de savoir si je vais manger ou survivre. Et or, les images qu'on avait de la guerre, enfin de ma génération en tout cas, c'était des images héritées de nos parents et de nos grands-parents, la Deuxième Guerre mondiale, qui sont abstraites. On peut pas se projeter parce qu'on n'était pas dans la même époque. Alors que là, on pouvait se projeter. C'était des gens qui, juste avant la guerre, avaient exactement la même vie que moi et potentiellement le même avenir. Donc j'étais très sensible à ça. Et donc je passe l'internat, je me mets à lire des tas de trucs, et puis bon, le temps passe. Et quand mon pote est parti bosser à Sarajevo, il n'était pas du tout médecin, je suis allé le voir avec déjà quand même une espèce de curiosité historique et personnelle que j'allais pouvoir assouvir en allant là-bas. Et le hasard là-bas a voulu que je rencontre des gens qui travaillaient à l'hôpital, qui travaillaient au SAMU, aux urgences, et que je constate que le métier que je faisais moi à Paris n'existait pas là-bas, ou quasiment pas. Il y a quelques services de réanimation, mais qui faisait la réanimation de post-opératoire, un peu de traumatologie, mais la réanimation médicale, qui est la réanimation de 75% des malades aujourd'hui en réanimation, n'existait pas. Et donc j'ai commencé à imaginer pourquoi est-ce que je ne viendrais pas fabriquer un service de réanimation ici. Ça pourrait être utile. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui faisaient déjà de la coopération entre la France et la Bosnie depuis la fin de la guerre. Il y avait une association qui s'appelait Médecine France Bosnie-Herzégovine, qui avait été créé en 96, donc juste à la fin de la guerre, par François Crémieux qu'on connaît maintenant pas mal parce qu'il est le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, mais qui avant d'être directeur d'hôpital a eu toute une partie de son histoire en ex-Yougoslavie. Il a été casque bleu à l'époque là-bas, donc il était très investi. Et donc j'ai rencontré François Crémieux et les gens qui travaillaient avec lui. J'ai proposé mon projet à l'association, ils m'ont aidé à proposer le projet à l'ambassade de France, au ministère des Affaires étrangères, au CHU de Sarajevo, et puis voilà. Bon, tout ça, ça a pris 1 an et demi, et puis au bout d'1 an et demi, j'ai obtenu de pouvoir être mis en détachement de mon poste de praticien hospitalier pour être nommé là-bas via le ministère des Affaires étrangères. Et donc j'étais financé par les Affaires étrangères, et j'étais membre plus ou moins attaché à l'ambassade de France là-bas. Et donc en juin 2008, j'ai déménagé là-bas avec mes petites affaires. Je me suis installé à Sarajevo et puis j'ai essayé d'ouvrir un service. Alors il y a eu des longs mois de discussions avec les gens sur place, les médecins, les décideurs de l'hôpital, d'abord pour trouver un endroit où on pouvait faire cette réanimation, de retrouver des personnels, de trouver un peu de matériel, et puis surtout de convaincre les gens de l'idée même de réanimation. C'était une idée pas du tout présente. C'est une médecine. La réanimation est née dans les années 50. Le boom de la réanimation, c'est à partir des années 80. Or, les années 80 en Bosnie, c'est le moment où Tito est mort, le pays a commencé à se diliter, puis à partir des années 90, c'est la guerre. Donc toute cette période-là, de 80 à 2000 en gros, c'est une période qui est un peu entre parenthèses, où les progrès que nous on a connus ne sont pas arrivés là-bas. Donc c'est pas étonnant que finalement cette
vision de la médecine que nous on avait, cette façon de pratiquer de la médecine, n'était pas arrivée tout à fait là-bas. Donc il a fallu convaincre de l'utilité de la réanimation, vaincre les résistances, etc. Et bon. Puis au bout de 9 mois, j'ai eu un endroit qui était l'ancien service de réanimation pédiatrique, donc qui était déjà un peu équipé, une équipe d'une dizaine d'infirmières et d'infirmiers, de 4 médecins, et puis un jour on a démarré. Et puis cette deuxième patiente a fini de convaincre les plus réticents peut-être au projet initial. Alors elle n'a pas fini de les convaincre parce qu'il y a eu encore pas mal de résistance après ça, mais elle a quand même contribué au moins à légitimer le projet. Et puis ensuite il y a eu d'autres événements qui ont achevé ou continué à convaincre, mais le processus est encore en cours parce que je pense que le Covid actuel continue à convaincre là-bas de la nécessité d'avoir des services de réanimation. Et toi qui, en tant qu'interne, donc c'est-à-dire médecin en formation, passé de tes bouquins de médecine aux articles du Monde, comment tu as réussi à gérer la transition entre le médecin qui prodigue des soins aux patients et le médecin qui décide de créer un service de réanimation et qui côtoie un peu aussi les sphères politiques pour ça? Alors, j'ai eu la chance d'avoir j'ai eu la chance parce que ma famille est composée de gens qui ont fait des trucs un peu particuliers aussi, et dans différents pays. Et mon père est à moitié anglais, ma mère à moitié espagnole. Mes grands-parents ont fait des trucs particuliers pendant la résistance. Donc j'ai une famille j'ai hérité d'une espèce d'histoire familiale dont alors j'y suis vraiment pour rien, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir eu cet héritage-là. Donc ça ne m'était pas étranger l'idée de pousser ses limites, pas dans un registre personnel, comme quand on veut faire un marathon, un truc comme ça, mais juste de se dire, mon quotidien n'est pas forcément la valeur unique, et peut-être que je peux aller encore plus loin, parce que l'univers est plus grand que simplement juste autour de moi. Ensuite, la composante de se frotter au milieu politique là-bas, alors il y a une partie qui est le milieu politique hospitalier, ça fait partie de notre vie tous les jours, d'être dans la politique hospitalière. Je n'étais pas encore beaucoup à l'époque, ça m'a plutôt servi pour après, pour le job que je fais maintenant, mais ça faisait quand même partie de l'environnement. Ce qui était plus compliqué, c'est que le milieu médical là-bas est extrêmement connecté au milieu politique, mais là pour le coup politique de la vie politique du pays. Or, la vie politique du pays est une complexité sans fin, parce que l'héritage de la guerre, c'est un pays qui n'a pas de constitution. La constitution de la Bosnie-Herzégovine, c'est les accords de paix qui ont permis la fin de la guerre, qui sont extrêmement bancals. Les accords de paix étaient faits pour arrêter une guerre, mais pas pour servir de constitution à un pays. Et donc tous les clivages entre les populations, l'instabilité du régime, la partition des territoires, etc., qui était très bien comme accord de paix, le pays vit encore là-dessus, et c'est la source d'énormément de complexité institutionnelle et même de tensions qui se perpétuent. Donc oui, c'était assez compliqué. J'ai beaucoup bénéficié du fait que le directeur général du CHU était plutôt un ami de la France. Ils étaient 2 frères, et un des 2 frères parlait français, était très francophile, ils avaient été en France, donc ils nous regardaient d'un œil favorable. Ils avaient même pas mal bénéficié de la coopération médicale entre la France et la Bosnie. Donc ils nous voyaient d'un œil plutôt positif. Mais par contre, il y a eu effectivement plein de moments dans toute cette histoire où j'ai dû me frotter à des décisions politiques, soit intra-hospitalières, soit de politique générale, qui m'ont complètement échappé et qui ont probablement contribué à ce que les choses ne marchent pas aussi bien que ce qu'elles auraient dû marcher. Par exemple, en particulier, le directeur de l'hôpital change à chaque élection générale. Et donc, quand le parti au pouvoir change, le directeur est nommé, et là, en général, il met pas mal d'insistance à défaire ce qui a été fait par son prédécesseur, plutôt dans une logique de combat politique que dans une vraie logique de bien pour la population. D'accord, et tu étais confronté à ça sur place? Alors, j'ai été confronté à ça sur place. Moi, finalement, j'étais relativement protégé par mon statut de Français et tout ça. Quand je suis parti, parce qu'au bout de 2 ans et demi, j'ai dû partir quand même. Quand je suis parti, c'est des gens qui étaient dans mon équipe qui ont repris la direction du service, mais eux qui n'étaient pas protégés contre ça, qui étaient même en plein cœur du réacteur politique, et qui ont du coup eu beaucoup de difficultés à continuer à convaincre, continuer à avoir des moyens, continuer simplement à avoir des internes pour pouvoir former des médecins, et qu'ensuite tout ça. Et donc ça a été pour eux extrêmement difficile d'assurer la pérennité de l'entreprise, parce que ne serait-ce que parce que si on ne vous donne pas d'interne,
vous n'avez pas de médecins quelques années plus tard qui sont formés. Et donc, le truc... donc voilà, donc ça a été la grande fragilité du processus, ça a été celui-là, quoi. Pour en revenir sur le début, quelle est la première chose qui t'a frappé en rentrant pour la première fois dans l'hôpital de Sarajevo ? La toute première chose qui m'a frappé, c'est les impacts d'obus sur les murs. Tu t'y attendais ou pas du tout ? Je m'y attendais un peu parce que la ville, à l'époque, était encore pleine d'impacts d'obus. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse voir de façon aussi ostensible qu'un hôpital avait été bombardé. Ça fait quand même partie des choses qu'on n'imagine pas, qu'on puisse même en temps de guerre se dire qu'on bombarde un hôpital. Alors là, il y a des traces, effectivement, il y a des traces d'obus, des bouts de murs qui sont tombés. Il y avait des pans entiers de murs qui étaient criblés d'un impact d'obus. Et ça m'a vraiment frappé. Et du coup, ça met en perspective ce par quoi tous les gens que je voyais autour de moi, les médecins, les collègues, étaient passés. Donc ça rend un peu humble dans leur acceptation du processus, par exemple, de se dire, bon, certes, ils ont des résistances, ils râlent, ils ne sont pas toujours sympas, mais n'oublions pas quand même qu'ils sont passés par des trucs qui sont un peu particuliers. Oui, ça a permis une meilleure peut-être compréhension entre vous, une meilleure entente aussi. Moi, en tout cas, ça m'a permis de relativiser certains de leurs comportements, certaines de leurs résistances, et d'être assez tolérant quand même avec certains trucs qui, des fois, étaient un peu énervants. Tu nous as raconté une anecdote du coup où en fait vous aviez quand même peu de moyens, vous essayez de faire avec les moyens du bord. Finalement cette patiente elle s'en est bien sortie avec les peu de moyens que vous aviez, des bouts de carton en fait pour la refroidir. Est-ce que tu t'es déjà senti démuni face à ces faibles moyens matériels et humains aussi que tu avais à disposition pour la prise en charge de maladies si graves que tu as à gérer en réanimation ? Oui, ça c'est arrivé. Alors paradoxalement c'est pas arrivé là où je l'imaginais. Il y a des médicaments qui ne sont pas disponibles là-bas, par exemple. Il y a des médicaments très simples qui sont, par exemple, le paracétamol, c'était très compliqué de s'en procurer. Des médicaments, même des médicaments pas très chers. Par exemple, il y a un médicament qu'on utilise beaucoup et qui est indispensable dans les intoxications au paracétamol, qui peuvent être très graves, qui coûte quelques euros en France, mais là-bas qui n'était pas disponible. Ou alors vendu sous le manteau, mais à des prix absolument exorbitants. Il y a un médicament antiviral qui s'appelle l'aciclovir, qui est un truc absolument, qui est indispensable, même pas que en réanimation, qui n'existait pas. Et quand il y avait besoin de ce médicament, les familles étaient obligées de l'acheter. Elle allait l'acheter en Autriche et ça coûtait 5 ou 6 000 euros pour un traitement d'aciclovir. Alors en France, ça coûte beaucoup moins que ça. Il y avait des gens se cotisaient. Il est arrivé qu'on ait des encéphalites ou des maladies particulières où il fallait vraiment ce traitement-là et où les familles, il y avait des radios qui faisaient des appels aux dons pour donner des sous pour aller acheter de l'aciclovir en Autriche pour ce patient. Enfin, ça, c'était des choses que moi, j'avais jamais connues et qui était vraiment un peu difficile parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un mourir de quelque chose dont on sait qu'il y a un médicament simple, qui en plus qui n'est pas très cher, qui est accessible. Donc de temps en temps, en douce, je rapportais de France, quand je faisais un aller-retour en France, quelques flacons de 2-3 trucs, j'avoue, où je demandais à des copains de m'envoyer des machins, mais voilà, il y avait ça. Et paradoxalement, en termes d'équipement médical, il y avait 2 IRM par exemple dans cet hôpital. Alors que 2 IRM, c'est énorme. À l'époque, il y avait plein d'hôpitaux. Moi, mon hôpital avait un IRM depuis peu. Donc, il y avait des sortes de choses assez paradoxales avec des médicaments de base ou des produits de base. Ce qui manquait beaucoup, c'était les trucs à usage unique. Les sondes en plastique pour aspirer, des choses toutes bêtes, ou des tubulures de perfusion, des choses vraiment tout à fait bêtes qui sont des choses à usage unique dont on pouvait manquer. Donc, on apprenait à réutiliser ces machins-là. Et puis à côté de ça, il y avait 3 scanners, 2 IRM pour un hôpital, chose qu'on n'a même pas dans beaucoup d'hôpitaux en France. Et ça, au fur et à mesure, tu arrivais à le gérer ou c'était toujours aussi difficile pour toi, en tant que médecin français, d'être confronté à ça ? Je ne sais pas quoi dire. Oui, j'arrivais à le gérer parce qu'on est obligé de faire avec un principe de réalité, quoi. Ça heurtait ma conscience de soignant, de dire je ne peux pas faire ce que je voudrais faire, et en même temps la réalité était de toute façon ici je ne peux pas faire tout ce que je voudrais faire, je ne peux pas faire exactement la médecine que je ferais ici en plein milieu de la France. Tu introduis bien la question suivante qui est ce que je voulais te demander, c'est quels étaient pour toi quels ont été les plus grands challenges médicaux et humains au cours de cette expérience et de toutes ces années à Sarajevo. Alors le plus grand
enfin le plus grand, peut-être pas le plus grand, mais celui qui a une portée symbolique la plus forte, et en plus qui était le premier, c'est la toute première patiente qu'on a eue. Donc forcément, ça marque dans l'histoire du service. Un jour, juin 2009, le service est vide, tout le monde est là, la main sur la couture du pantalon, et on attend le premier patient, et paf, on appelle la première patiente arrive. C'était une jeune dame qui avait une vingtaine d'années, qui était en maladie infectieuse pour une suspicion d'infection cérébrale qu'ils n'arrivaient pas à identifier. Elle était dans le coma, elle avait besoin d'assistance respiratoire, c'est pour ça qu'elle est venue chez nous. Et ils avaient fait plein d'examens et ils ne trouvaient pas ce qu'elle avait. Et donc, bon, nous, on continue à chercher. Et puis, quelqu'un dit, tiens, c'est bizarre, elle est enregistrée sous ce nom-là, mais en fait, elle a un autre nom quelque part, qui n'est pas le même. Et en creusant, l'autre nom, c'était effectivement son vrai nom. Or, vous savez, en Bosnie, il y a 3 communautés qui coexistent. Il y a le bosnien d'origine serbe, qui sont plutôt orthodoxes, les bosniens d'origine croate, qui sont catholiques, et puis les musulmans, qui sont religieux, mais en général, ils ne sont pas très religieux, mais qui sont une identité, entre guillemets, à part. Et les gens s'identifient beaucoup par leur nom et surtout par leur prénom. Il y a des prénoms musulmans, il y a des prénoms croates, il y a des prénoms serbes. Or, elle était identifiée avec un prénom et un nom musulman, ce qui est 90% de la population à Sarajevo est musulmane, mais en fait, son vrai nom était serbe. Et en creusant encore plus, non seulement son vrai nom était serbe, mais elle était la fille d'un criminel de guerre qui venait d'être condamné par le tribunal du La Haye à 30 ans de prison pour des crimes abominables qu'il avait commis pendant la guerre. Et, quelques semaines plus tôt, il avait été condamné, quoi. Et finalement, en creusant, en interrogeant sa mère, etc., on se rend compte que c'était pas du tout une encéphalite infectieuse qu'elle avait. Elle avait fait une intoxication en prenant de l'insuline qu'elle avait trouvée dans le tiroir de quelqu'un. Et c'était une tentative de suicide à l'insuline. Et donc elle était comateuse parce qu'elle avait fait une hypoglycémie profonde. Elle était restée longtemps avec un taux de sucre bas dans le sang à cause de l'insuline. Et que ça faisait suite à l'annonce de la condamnation à son père de 30 ans de prison et surtout à la mise sur la place publique de tout ce qu'avait fait son père. Et donc là, c'était particulier parce que d'abord, on avait fait un diagnostic, mais surtout, et si elle avait un nom musulman, c'était pour se cacher de son vrai nom. Parce qu'il y avait potentiellement autour de nous des gens qui avaient été victimes de son père. Et donc là, j'ai touché du doigt vraiment de très très près toute la sensibilité des appartenances communautaires, des séquelles de la guerre, du fait que même si la guerre était terminée, il y avait des gens d'un camp qui avaient été les victimes de gens du camp d'à côté, et que tous ces gens-là quand même cohabitaient dans un même endroit, et que peut-être certains étaient amenés à soigner le père de l'autre, etc. C'est le cœur de l'histoire de la Bosnie se situait là-dedans, avec un truc qui était assez touchant, qui était que tous les gens qui travaillaient avec moi, qui étaient tous musulmans, qui avaient tous eu des gens morts pendant la guerre ou déplacés pendant la guerre, l'ont finalement soigné absolument normalement, sans tenir compte de son histoire, en tout cas sans paraître en tenir compte, et sans que l'histoire de cette patiente influence la façon dont il pouvait lui prodiguer des soins. Ça, grande leçon quand même, parce que c'est quand même compliqué, quoi. C'est quand même compliqué. On était encore 10-12 ans après la fin de la guerre, donc c'était encore très chaud. Donc j'imagine que pour certains, ça a pu être plus compliqué, mais ils en ont parlé, ils ont dit c'est comme ça, et puis ça s'est arrêté là. Donc ça, c'était vraiment le plus grand challenge médical et humain. C'était le plus grand challenge. Enfin, rétrospectivement, sur le moment, moi, je me suis dit, ils sont très forts. En y repensant après, c'est toujours un moment. Ouais, j'y repense avec. Avec pas mal d'émotions. Du fait que les médecins autour de toi qui avaient quand même subi ces choses-là pendant la guerre étaient toujours aussi humains dans leur médecine. Oui, parce que parallèlement à ça, ils me racontaient tous ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre et. Et que même si la guerre était terminée, il y avait des tas de choses qui n'étaient pas terminées. Il y avait ils avaient tous une histoire. Ils avaient été déplacés, ils étaient partis dans un autre pays, ils étaient revenus, ils avaient perdu des gens de leur famille, ils avaient interrompu le métier qu'ils faisaient avant, ils n'avaient pas fait d'études. Enfin, ils avaient tous une histoire qui était marquée par ça, quoi. Et donc la guerre était omniprésente. Ils en parlaient parce que c'était partie de l'histoire, mais c'était pas
En particulier, les clivages communautaires n'étaient pas du tout dans la discussion quotidienne. Mais là, c'était pas juste n'importe quelle irruption de la guerre dans notre environnement. C'était la guerre dans ce que vraiment cette guerre-là de Bosnie a produit de plus terrible, c'est-à-dire des massacres de masse, des choses qui sont réapparues en Europe alors qu'on pensait depuis 1945 qu'il n'y en aurait plus et qui étaient réapparues. Donc c'était vraiment ça cristallise un morceau d'histoire, même européenne là-dedans, avec une force assez considérable. C'est pour ça que sur le moment où je faisais de la médecine, je me disais bon, c'est impressionnant. En y repensant après, ça a eu beaucoup plus de portée. Et puis surtout quand j'ai commencé à lire un peu tous les trucs de presse sur ce qu'avait fait ce monsieur, sur tout ça, je me suis dit c'est invraisemblable qu'ils arrivent à rester zen. Et cette fille était pour rien. Heureusement qu'ils auraient réagi comme ça. Cette fille était pour rien. Mais c'est une réminiscence de l'histoire dans les abominations de cette guerre d'ex-Yougoslavie qui est apparue là, dans notre quotidien de ce tout jeune service de réanimation. C'était quand même la première patiente du service. Ça avait un sens pour ta mission aussi. Ah bah oui, ça avait un sens énorme. Tu étais fière à ce moment-là d'être dans cet hôpital, tu te sentais à ta place? Ah oui, non, j'étais très très fier. Ouais. J'étais très très fier d'être là. Je me sentais vraiment à ma place, je me sentais utile, je me sentais faire la chose que j'avais envie de faire et je me sentais C'est comme si je me sentais redevable de plein de choses et que là, je payais un peu ces dettes que j'avais à l'histoire. Je pense qu'il y a, dans la psychologie des réanimateurs, il y a quelque chose de l'ordre de la réparation. On n'est pas réanimateur qui veut, pas pour des raisons de compétences ou de technique, pour des raisons de pourquoi on fait ce métier, pourquoi on choisit cette espèce de surpuissance que nous donne la technique et la réanimation pour sauver des gens. Il y a, alors je pense que dans la psychologie des réanimateurs n'est pas toute la même, mais il y a, en tout cas je sais chez moi c'est le cas, quelque chose de l'ordre de la réparation. C'est comme si chaque personne qui pouvait être sauvée dans un service de réanimation, c'était la réparation de quelque chose, pas tellement personnel, mais de quelque chose de l'histoire. Et là, et c'est peut-être pour ça que je suis allé en Bosnie, c'est que finalement, faire de la réanimation en Bosnie, pouvoir sauver des gens qui seraient morts hors réanimation, c'est une toute petite contribution à la réparation d'un pays que l'histoire a abîmé. Ça, tu l'as analysé sur place ou après ? Non, je l'ai analysé après. Quand je me suis demandé finalement, mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je suis allé en Bosnie faire ce truc-là, quoi. Et ce que tu racontes là sur la vocation des réanimateurs, c'est quelque chose que tu retrouves chez d'autres réanimateurs ? Oui, je pense. Ceux qui ont la capacité à réfléchir un tout petit peu sur eux-mêmes, oui, je pense. Il y a le réanimateur un peu toute puissance, tout ça, un peu caïd. Mais beaucoup d'entre nous, quand même, avons, au bout d'un certain âge en tout cas, on s'interroge sur pourquoi on fait ça. C'est pas anodin de faire de la réanimation. Non, c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que c'est pas une spécialité qui est ni plus belle ni moins belle qu'une autre. C'est juste une spécialité où on a un quart, un cinquième des patients dont on s'occupe qui meurent. Donc ça marque quand même une certaine forme d'exercice et une forme de rapport qu'on a à la mort, à la maladie, à la souffrance des familles qu'on voit, etc. Et donc, pour choisir de faire ce métier, il faut avoir envie, il faut pouvoir tolérer ces familles qui souffrent et ces malades qui meurent, et il faut probablement avoir envie de réparer quelque chose. En tout cas, c'est mon cas. Après, je ne vais pas faire la psychanalyse de tous mes collègues réanimateurs, mais dans l'analyse que je fais de moi-même, de la réflexion que j'ai fait sur pourquoi je fais ce métier et pourquoi je suis allé en Bosnie, je sais que ça intervient beaucoup, quoi. Tu nous as un peu parlé de la relation entre les médecins, enfin en tout cas le regard que tu avais sur tes collègues. Est-ce que par rapport à la pratique en France, il y avait et quelles étaient en fait les réelles différences dans la relation entre les médecins, la relation entre les médecins et les paramédicaux, les infirmiers, les aides-soignantes, et entre les médecins et les patients et les familles? Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de différences ? Oui, il y avait certaines différences, dont certaines, je pense, tiennent à l'histoire de la Bosnie. Il y a un truc qui est très marqué là-bas, c'est que la hiérarchie est très présente, extrêmement présente. Nous aussi, il y a 50 ans, la hiérarchie était très présente dans les hôpitaux, mais maintenant moins, et c'est très bien. Mais là-bas,
Un chef de service est absolument... on ne peut pas contester un chef de service. Un jeune est par définition quelqu'un qui ne sait rien et qui doit se taire. Une infirmière est par définition quelqu'un qui doit exécuter et ne pas donner son avis. C'est très, très marqué, ça. Après, il ne faut pas oublier que c'est un pays qui a été sous une tutelle pendant 600 ans, qui a été sous la tutelle des Ottomans, puis qui a été sous la tutelle austro-hongroise, puis qui a vécu dans un régime communiste où avoir quelqu'un qui dirige, ça fait partie quasiment de l'inconscient collectif. Donc ils sont même presque en attente de cette forme de hiérarchie. D'ailleurs, ça les troublait au départ, parce que moi qui n'ai pas grandi dans ce mode-là, et puis qui en plus, à titre personnel, ne fonctionne pas comme ça, je n'étais pas directif, pas particulièrement directif. Et ça les troublait, qu'il n'y ait pas un patron qui dise « c'est comme ça, point, toi tu fais ça, et puis on ne discute pas ». Ça les rassurait d'avoir quelque chose d'assez directif. Mais donc cette hiérarchie, elle est imprimée partout et elle contribue à ce que les jeunes peinent beaucoup à trouver leur place, encore aujourd'hui, et même peut-être plus encore aujourd'hui. Parce que les jeunes sont connectés, comme tout le monde, au monde entier, ils ont les réseaux sociaux, ils ont machin, et ils savent très bien qu'ailleurs c'est différent. Et donc en ce moment, là, il y a une fuite des jeunes médecins qui partent de Bosnie, parce que ce modèle-là, extrêmement patriarcal, très hiérarchique, leur plaît plus tellement. Et avec les familles, c'est un peu... c'était assez ambivalent, parce qu'il y a d'un côté un grand respect, parce que c'est le médecin qui dit un truc, et voilà. Et d'un autre côté, beaucoup de suspicion, parce que il y a toujours, en tout cas c'était propre à l'hôpital de Sarajevo, la presse était en permanence en train d'envoyer des articles, de publier des articles très suspicieux sur le CHU a pas fait ça, le CHU a machin, le CHU est corrompu, le CHU c'est ça, donc les gens avaient une suspicion sur le CHU. Et puis là, ils voyaient un mec qui dit français, mais qui parlait pas très bien le bosnien, on comprenait pas tout ce qu'il disait. Donc, alors ça, voilà. Donc, il y a cette ambivalence-là, et en même temps, les gens avaient assez confiance d'être soignés par une équipe qui avait l'air technique, par un médecin qui avait l'air quand même de savoir ce qu'il faisait. Donc cette ambivalence était assez marquée, quoi. Et après, j'ai quand même aussi eu énormément de témoignages de reconnaissance de patients qui étaient passés par la réanimation et qui avaient survécu, qui revenaient juste pour témoigner de leur reconnaissance. Et quelque chose qui m'avait pas mal perturbé, c'est des gens qui m'avaient proposé de l'argent, supposant que s'ils me donnaient de l'argent, enfin des billets en liquide, de la main à la main, je ferais mieux, je prodiguerais des meilleurs soins. C'est un pays quand même où la corruption est assez endémique, et ça m'a j'ai supposé à partir de ça que c'était une pratique quand même qui se faisait dans d'autres services, et qui m'a un peu effrayé, quoi. Tellement c'est loin de notre éthique à nous, quoi. Donc au final, finalement, cette relation entre les médecins, entre les paramédicaux, avec les étudiants, peut-être est plus ajustée en France que là-bas. Plus ajustée ? Pour toi ? Ah oui. Bah, elle est, pour nous, c'est un peu, il y a que ça d'un côté d'un autre temps quand même. Ouais. Cette hiérarchie comme ça, très de mandarins qui sont pas contestables, etc. Même si elles se sont encore un peu en France, les jeunes médecins le diront. C'est possible. On a encore des progrès à faire. C'est ça. Je le reconnais. La grippe H1N1 était, je crois, un tournant pour ton service. Ah oui, la grippe H1N1, ça j'avoue que c'était assez cocasse, parce que donc là on ouvre le service en juin 2009, et septembre 2009 commencent à arriver les alertes de l'OMS, la grippe H1N1, il y aura des malades ventilés partout dans le monde entier, etc. Et effectivement, en octobre arrivent les premiers malades, et puis on se retrouve très rapidement avec notre petit service de 6-7 lits, plein de patients jeunes, ventilés, exactement comme le Covid en ce moment. Et alors d'abord c'était un challenge médical, parce que c'est des patients quand même qui sont lourds, complexes, pour une équipe d'infirmières et de docteurs qui avaient 3 mois d'expérience de réa, dont aucun n'était déjà rentré dans un service de réanimation avant. Donc ils étaient absolument tous naïfs de la réanimation. Et en 3 mois, ils se retrouvent à soigner des gens très jeunes, tous intubés, exactement comme ce qu'on fait avec le Covid aujourd'hui. Donc c'était un challenge médical. Et puis, le côté cocasse, c'est que l'hôpital, comme je vous disais à l'instant, toujours challengé par la presse, là, l'hôpital, regardez, la presse disait, regardez, une fois de plus, l'hôpital ne sera pas prêt, ça va être une hécatombe à Sarajevo, comme d'habitude, machin.
Et le directeur de l'hôpital, qui était assez astucieux, à ce moment-là, il m'a appelé et il m'a dit, il faut que tu ailles à la télé, à la radio, tout ça. Donc il me programmait des interviews un peu tout le temps, et il m'envoyait à la télé, à la radio, pour dire, regardez, on est prêt, on a notre Français, avec son service de réanimation. Regardez. Et donc voilà, alors j'ai fait comme ça, je sais pas, 5-6 interviews, alors certaines assez acrobatiques, parce que j'ai fait plusieurs interviews en direct à la télé. Je parlais bosnien, que j'avais appris, machin, mais enfin, c'était quand même pas parfait. Et puis, je comprenais pas tout ce qu'on me disait. Donc, de temps en temps, un journaliste me posait une question que je comprenais pas. Alors, je répondais à côté. Et puis, mais voilà, je me suis retrouvé finalement un peu sur le devant de la scène médiatique sans le vouloir. Ce qui voilà, c'était un peu un faire-valoir pour le directeur de l'hôpital. Mais bon, c'était assez amusant. Rétrospectivement, je m'amuse de ça, même si sur le moment, j'avais un trac absolument épouvantable. Hein, ça, pas du tout. L'idée en direct de ne pas comprendre la question qu'on me posait, c'était ma panique. Et d'ailleurs, c'est arrivé une fois. Et la journaliste m'a demandé un truc. J'ai rien compris. Et je lui dis, écoutez, ça, je ne peux pas vous répondre, mais je peux vous dire en revanche que, et comme je m'étais préparé 2-3 machins à dire que je pouvais sortir en cas de problème, paf, j'ai sorti mon truc et tout le monde a trouvé ça très bien. L'épidémie de grippe H1N1, du coup, qui a été quand même un sacré cataclysme, en tout cas à Sarajevo, est-ce qu'il y a des correspondances avec la crise Covid aujourd'hui? Est-ce que ça t'a aidé à mieux gérer la crise Covid aujourd'hui en France, de gérer cette situation là-bas? Non, je crois pas que ça m'a aidé parce que l'environnement est quand même très différent, quoi. Là-bas, ça m'a aidé. Là-bas, ça m'a aidé parce que, en dehors des côtés anecdotiques de passer à la télé locale, ça m'a surtout aidé à dire d'abord, j'ai quand même besoin de matériel et j'ai besoin de docteurs. Et donc, c'est vrai qu'ils m'ont acheté à ce moment-là quelques respirateurs. Ils ont été plus souples dans les recrutements des médecins. Et puis, ça m'a aidé surtout pour légitimer l'idée même de réanimation. On revient toujours à ça, c'est qu'une bonne partie du travail de conviction que j'ai dû faire là-bas, c'est légitimer auprès des gens l'idée de réanimation. En disant, la réanimation, c'est utile, c'est pas une médecine de riche, on peut faire de la réanimation même dans un pays qui n'a pas beaucoup de sous, on peut faire bien avec des moyens simples, même avec des choses pas chères, mais il faut le faire. Et c'est utile et ça va sauver des gens. Et ça a quand même beaucoup permis de montrer que oui, il fallait sauver des gens. Et que ça allait sauver des gens et que ça a été utile. Il y a des gens qui étaient très perplexes du projet, qui à la fin ont reconnu, par exemple certains qui ont eu même des proches hospitalisés dans mon service, qui ont reconnu que bah oui, finalement, c'était quand même pas mal d'avoir ce service-là. Qu'est-ce qu'il est devenu le service après ton départ, après 2 ans et demi ? Alors pendant les années qui ont suivi, moi j'y suis retourné très souvent pendant 1 an et demi, et puis après j'ai dû arrêter. Il a fonctionné pendant plusieurs années, et puis malheureusement il a dû fermer. Par un double processus. La décision de fermeture a été prise par la directrice de l'hôpital, qui est la femme du président de la République, et donc qui a pris la direction de l'hôpital au moment d'un changement de régime politique, enfin de parti politique au pouvoir, et donc un peu dans cette logique de on défait ce qui a été fait avant. Ça nous échappait complètement. Mais aussi, c'était aussi le résultat d'une sorte de pourrissement des dernières 2 ou 3 années où l'hôpital n'avait pas investi dans la survie de ce service. Par exemple, ce que je disais au début, n'avait pas mis de jeunes médecins. Le processus de formation des jeunes et puis du coup de seniorisation des jeunes, etc., s'était arrêté. Et donc il n'y avait plus beaucoup de forces vives, de compétences qui étaient là, non seulement pour faire tourner le service, mais aussi de compétences managériales pour dire, je prends le relais, c'est moi qui dirige et on continue ça, quoi. Il aurait fallu en fait former 2 générations de médecins et la deuxième génération permettant ensuite de prendre la leadership et de former ceux qui arrivent après, quoi. Donc je suis resté trop peu de temps là-bas pour achever en gros une génération entière et pouvoir donner l'autonomie au service. Peut-être que ça a aussi un peu fait son chemin, le fait qu'il y ait plus de gens convaincus sur place. Oui, étonnamment ça a fait son chemin quand même, parce que quand ils ont dû ouvrir des réanimations Covid, là, ils ont fait appel à tous les médecins qui avaient travaillé dans mon service et qui ont recréé en quelque sorte une réanimation sur la base de notre réanimation de jadis. Donc voilà, je suis persuadé que même si j'étais très triste que la réanimation ait été fermée, je suis persuadé qu'il n'en restera pas rien, parce que l'idée de réanimation a fait son chemin, les gens qui ont été formés sont toujours là. Voilà, peut-être que c'est dans 20 ans que cette réanimation renaîtra, mais je pense qu'elle renaîtra d'une façon ou d'une autre. Est-ce que sur place, à Sarajevo, est-ce que tu portais une blouse blanche ? Oui. Est-ce que tu en portes une ici en France aussi ? Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, la blouse blanche ?
Je crois que la blouse blanche, elle représente ce derrière quoi on s'abrite pour incarner la fonction. On incarne une fonction, on se met dans la peau d'un personnage qui est le médecin. Et quand on a cette blouse blanche, on est le médecin. Ça a des bons et des mauvais côtés, je pense. Mais on est le médecin. On ne parle pas en son nom d'individu, mais on parle au nom du médecin. Si possible, on ne réagit pas qu'avec ses sentiments d'individu, mais avec ses sentiments de médecin ou ses émotions de médecin qui ne doivent pas être exactement les mêmes. Je pense qu'elle nous protège d'une certaine façon, elle nous permet d'incarner la fonction, et peut-être que parfois elle nous dépasse et qu'on incarne trop la fonction. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Qu'est-ce que aujourd'hui cette expérience que tu as vécue à Sarajevo t'apporte dans ton quotidien de médecin français ? La première chose, c'est je mesure tous les jours la chance qu'on a d'être dans notre système de santé à nous, même si on peut le décrier sur plein de choses, etc. Mais on a de la chance parce que où qu'on soit, on est soigné de la même façon en France. On est soigné gratuitement. On n'a pas à mettre un billet sous la table pour être mieux soigné. On a accès à des soins d'excellence à peu près partout. Des variations, effectivement, d'un endroit à l'autre, mais globalement quand même. Et puis on manque de rien. On manque d'infirmières, on manque de tout ce qu'on veut, mais schématiquement, on ne va jamais manquer d'un médicament essentiel. Donc ça m'a fait relativiser quand même. C'est-à-dire qu'on se plaint de beaucoup de choses, mais quand on regarde ce que d'autres n'ont pas, on mesure un peu mieux ce que nous, on a. Et encore une fois, la Bosnie, c'était un pays où, s'il n'y avait pas eu la guerre, il serait le Portugal ou l'Irlande ou l'Espagne d'aujourd'hui. Ils auraient eu une trajectoire, la Yougoslavie aurait eu une trajectoire qui serait celle des pays qui nous environnent en Europe occidentale. Donc ça, je garde ça en tête tout le temps. Et puis après, c'est des leçons aussi humaines et d'humanité, de comment est-ce qu'on peut se relever d'une tragédie aussi terrible que la guerre. J'y pense souvent en ce moment, par exemple, parce que ça fait 2 ans qu'on est dans le Covid, on en a tous ras-le-bol. On se dit quand est-ce qu'on va voir la fin de ce tunnel. Mais au fond, là-bas, les gens, ils ont vécu 4 ans de siège, 4 ans de guerre. Et donc, c'est 2 fois plus longtemps que nous, la vie qu'on a eue avec le Covid, mais dans des conditions autrement plus difficiles, parce que là, il n'était pas question de savoir si on allait mettre un masque ou pas et pouvoir aller au bistrot sans passe sanitaire. C'était juste une question de survie, d'alimentation, de bombes, etc. Donc cette échelle de temps, quand j'y pense, me rend aussi humble de me dire, bon, on peut râler contre le Covid, c'est vrai, mais 2 ans, c'est court au regard de ce qu'ont été beaucoup de guerres. Et notre confort n'a jamais été totalement ébranlé non plus pendant cette crise du Covid. Donc la résilience, c'est le mot de la fin ? Oui, la résilience, effectivement. Oui. C'est ce que tu dirais pour le mot de la fin ? Oui. Merci beaucoup Guillaume, c'était vraiment passionnant. Merci à vous. On pourrait encore en discuter des heures, je Oui. pense, mais on va pas avoir le temps. Merci d'avoir accepté du coup cette invitation et puis à bientôt, peut-être à Lyon dans un service. Merci pour votre invitation en tout cas, c'était un plaisir. Anecdoc, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine anecdote. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram et Facebook, anecdoc_podcast, pour vous tenir au courant des news du podcast, du thème du prochain épisode et en apprendre plus sur nos invités. Vous pouvez également nous soutenir en partageant le podcast. À bientôt sur Anecdoc.